Mais bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux. Pour si nombreuses et si nombreux, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis ce soir. Genrifier tout ce que je vais dire. C'est un énorme plaisir de vous accueillir pour ce premier nouveau format ULB le soir, qui est la première d'une série de rencontres co-organisées par l'université et le journal le soir. Il y en aura 4 par an en principe. Je pense que Béatrice Delvaux vous en dira un mot de plus dans un instant, qui s'inscrit dans un contexte très particulier, qui est celui des 40 ans de l'hôpital Erasme, mais aussi celui d'avoir la grande chance d'accueillir Christine Kirkpatrick, le professeur Christine Kirkpatrick, qui a vécu l'hôpital depuis l'ouverture du service de gynécologie obstétrique jusqu'à ses 40 ans aujourd'hui, et qui a un parcours qui la qualifiait, je pense, de manière tout à fait indiscutable pour participer à ce débat sur à qui appartient le corps des femmes, et le docteur Mukwege, qui nous fait l'immense plaisir et le grand honneur de venir partager ce débat avec nous. Alors, ce sont 2 diplômés de l'ULB, et ça, c'est évidemment un élément qui nous fait particulièrement plaisir. Le professeur Kirkpatrick y a fait toute sa carrière, a enseigné l'obstétrique et la gynécologie au sein de la clinique de l'hôpital pendant de longues années, et a formé des générations et des générations de jeunes gynécologues à, et je le pense tout à fait sincèrement, accueillir dans un très grand respect les femmes que l'on recevait dans le service, que ce soit pour une raison ou une autre. Le professeur Mukwege est, lui, issu de ce qu'on pourrait appeler la tragédie africaine, et j'ai eu le plaisir, comme doyen de la faculté, de faire son éloge lors de la remise de son diplôme de PhD de notre université, son doctorat, d'un manuscrit qui montrait ce qui moi m'a le plus touché, peut-être au-delà de l'engagement et du témoignage qui transparaissait de son manuscrit, par cette extraordinaire organisation holistique de son hôpital, puisqu'au fond, c'est un lieu qui est à la fois un lieu de refuge, un lieu de traitement médical comme on pourrait en trouver dans un pays civilisé où la prise en charge médicale est de la qualité que l'on peut exiger aujourd'hui, mais aussi d'un encadrement et d'une vision globale de l'avenir de ces patientes, puisque avec tout un staff capable de prendre en charge les séquelles psychologiques et émotionnelles qui peut accompagner les traumatismes que ces femmes ont subis, il y a aussi une volonté de leur donner une formation professionnelle qui leur permet, à la sortie de l'hôpital, d'assurer leur indépendance financière et leur réinsertion dans une société qui ne les accueille pas aussi facilement. Et donc il y a une dimension extraordinaire dans ce travail qui va bien au-delà de la simple, si j'ose dire, prise en charge chirurgicale ou médicale des lésions que ces femmes possèdent. Alors, pour moi, c'est évidemment un moment un peu émotionnel, parce que c'est mon ancien service, c'est une de mes collaboratrices les plus proches,
Et donc, et comme j'ai eu la chance de pouvoir faire l'éloge de Denis Mukwege lorsqu'il est devenu un diplômé de l'ULB, à tous ces titres-là, tout autant qu'au titre de recteur de l'université attaché aux valeurs dont on va débattre ce soir, je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous ici. Je voulais déjà aussi remercier le soir pour ce nouveau partenariat qui en suit d'autres que nous avons construits ensemble depuis des années pour donner le plus de diffusion humaine au travail que nous faisons. Alors c'est aussi les 40 ans de l'hôpital, c'est un moment charnière à plus d'un titre, et quelle meilleure ouverture pour ce nouveau cycle de conférences que la combinaison de ces deux événements. Alors je vais laisser la parole à notre modératrice de ce soir en disant que je sais, j'imagine, ou je n'imagine pas qu'il puisse y avoir de profonds désaccords qui vont surgir du débat de ce soir. Néanmoins, je pense qu'ils ont l'une et l'autre un grand challenge qui est d'arriver à se rencontrer, à faire se rencontrer deux dimensions, deux réalités a priori différentes et dont ils vont devoir montrer combien ils sont sous-tendus par les mêmes valeurs, par les mêmes enjeux, par les mêmes tragédies ou les mêmes questions. Et c'est vraiment là que je pense se situe leur challenge de ce soir, que je suis sûr qu'ils relèveront l'une et l'autre avec le brio qu'on les connaît. Je vous remercie d'être là et je cède la parole à Madame Delvaux. Bonsoir et bonne séance. Donc voilà, comme Monsieur Angler, le recteur, l'a dit, en fait, c'est un partenariat le soir ULB. Et en fait, les journalistes ont cette mission un peu complexe parfois de devoir rendre compte ou expliquer la complexité des choses au grand public, au public, à ceux qui ne sont pas au fait de certains enjeux ou qui les connaissent mal. Ils doivent les décoder et c'est très important parce qu'on sait à quel point la complexité aujourd'hui rebute. Et la société, et souvent un certain nombre de porteurs de parole, préfèrent les simplismes et qui mènent à ce danger qui est aujourd'hui au-dessus de nos têtes, qui est le populisme. Mais plutôt que de devoir stigmatiser toujours ceux qui succombent au populisme, je pense que nous devons, nous, à la fois journalistes et les académiques, nous unir et nous unir nos spécialités pour aider justement à faire ce pont entre ceux qui savent moins, ceux qui doivent comprendre, ceux qui subissent, ceux qui gèrent et qui sont dans la mécanique citoyenne et qui n'ont pas prise sur elle. Donc je pense que c'est vertueux et que l'alliance entre le journalisme et l'université est une alliance naturelle et qui sert des valeurs, la démocratie et surtout la lisibilité du quotidien. Aujourd'hui, nous allons discuter du corps de la femme, des avancées dans ces combats qui ont été menés. On a beaucoup pensé qu'ils étaient menés chez nous. Le docteur Mukwege nous rappelle tous les jours qu'ils sont menés à bien d'autres endroits dans le monde et avec des moyens bien plus précaires et dans un contexte de dangerosité bien plus important en fait. Ce qui rendait mon autre interlocutrice, donc le professeur Kirkpatrick, extrêmement nerveuse, émue et presque s'excusant d'être là ce soir en se disant mais qu'est-ce que ce que j'ai fait peut compter à partir de ce qu'il fait? Et donc je pense que c'est ça justement qu'on va essayer de faire comprendre aujourd'hui. J'ajouterai donc une troisième personne dans ce panel et dans ce travail, c'est Colette, parce que si on a deux gynécologues, des médecins, des gens qui ont combattu dans la pratique sur le corps des femmes, Colette Brackman, qui est journaliste au soir, mais qui est aujourd'hui, je pense, bien plus que ça, c'est l'incarne pour nous et pour beaucoup de générations de jeunes journalistes, d'hommes politiques et de gens qui sont passionnés par ces matières et aussi de femmes, quelqu'un qui a fait justement ce lien entre ce qui se passait sur les terrains et ce qu'il fallait dire aux gens, fonction d'alerte, fonction d'explication, et surtout aussi d'être au service du cœur du monde là où il bat. Colette a à la fois, je pense, beaucoup suivi les femmes auprès du docteur Panzi. Colette a co-réalisé le film avec Thierry Michel, écrit un livre. Elle a aussi beaucoup participé au journal à l'époque, à la recension avec une autre journaliste, Bénédicte Vasse, de tous les combats menés sur l'avortement. Le Soir a été un journal qui a pris position
dans un certain nombre de combats d'avant-garde à l'époque et a été un militant de ces causes. Et donc c'est vrai, on n'est pas neutre tout à fait là-dessus, Monsieur Englert. Donc si la salle trouve que nous sommes penchons trop d'un côté de la balance, je vais essayer moi d'être la plus objective possible, mais je suis éditorialiste, donc je prends des positions, donc je ne vais pas dire ce que je ne pense pas, c'est compliqué. Mais donc c'est la salle qui nous rappellera à l'ordre, et vous aurez pour mission à un moment donné, en tout cas de nous challenger, de poser les questions, et d'aller là où je ne serais pas allé, vous auriez l'impression que je n'ai pas porté le fer. Les sujets qui seront traités après, je vous le dis, donc dans les semaines et les mois qui viennent, dans nos 4 rendez-vous, il y en aura un sujet sur l'enseignement inclusif, un autre sur la place des réfugiés, et en fait un autre sur la place des pauvres, avec chaque fois des personnalités extérieures qui sont confrontées ou mises en débat avec un académique et un journaliste. Alors, on croit tout savoir, on se dit, bah oui, les débats, les combats des femmes. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, même Kirkpatrick, je vous l'ai dit, c'est qu'on pensait aussi que ces combats étaient des choses acquises. Je suis une femme, j'étais rédactrice en chef, et je me suis dit à un moment donné, bah, on a fait l'essentiel, hein, on avance, on a réalisé beaucoup de choses. Et puis l'actualité est venue nous rappeler que ce n'était pas le cas, l'actualité pas la vôtre, parce que là on se disait, bah, c'est l'Afrique, c'est le Congo, c'est compliqué, hein, c'est pas nous. Nous, on a passé les barrières, on a avancé. Et en fait, il y a des femmes polonaises qui ont dû aller dans la rue avec des cintres pour rappeler quelques objets assez malfaisants auxquels on devait recourir quand il n'y avait pas de médecin pour aider avec des instruments normaux pour libérer certaines situations. Et puis il y a eu en Espagne avant, où on a vu aussi que la possibilité existait de pouvoir restaurer l'avortement. Aujourd'hui, on voit aussi chez nous, en Belgique, c'est compliqué d'aller plus loin encore dans la loi telle qu'elle est prévue. Et donc je trouvais intéressant de demander à Mme Kirkpatrick de peut-être qui elle a vécu, en fait, parce que c'est un médecin, c'est une gynécologue, qui a découvert la militance lorsqu'elle était jeune gynécologue à Saint-Pierre, qui a travaillé à l'hôpital en même temps qu'elle a travaillé dans l'illégalité, dans les plannings familiaux. Donc vous êtes tous les deux des héros du quotidien, au sens des gens qui ont mis la main à la pâte. Et donc on va vous demander, Mme Kirkpatrick, de nous dresser un peu un aperçu de ces avancées dont on n'a peut-être plus tout à fait conscience d'où on vient et où on est. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je voulais remercier d'abord très sincèrement le professeur Anglais de m'avoir invité à exposer mon intimité au sens féministe du terme concernant cette question essentielle devant une assemblée aussi prestigieuse et à en débattre avec elle et avec le docteur Mukwege. Alors, un rapide survol historique montre une première période de féminisme du 19e aux années 50, l'émancipation des femmes, avec l'obtention du droit de vote et l'accès à l'égalité dans la sphère publique. Suivi d'une deuxième vague débutant dans les années 60, la libération où le féminisme s'occupe de tous les aspects de la vie et lutte contre le système patriarcal. Les féministes du XXIe siècle se retrouvent en tout cas sur l'égalité salariale ou l'accès au pouvoir, mais il reste des sujets qui font débat et ont trait au corps. Aucune décision politique n'a encore été prise pour déployer les efforts suffisants afin d'éradiquer les millions d'actes de violence faits aux femmes, ni pour lutter contre la mortalité maternelle dans le monde. Entre la génération actuelle dite la génération actuelle dite de liberté féminine, lutte pour que la dimension intime du féminisme soit approchée, ce qui nécessite que les femmes soient entendues dans l'élaboration des lois. Les chiffres de violences faites aux femmes sont impressionnants. 500 000 viols de guerre au Rwanda, 133 millions de jeunes filles mutilées dans le monde, 83 000 femmes par an victimes de viols en France, une fille sur 10 de moins de 20 ans agressée, sachant qu'une femme sur 10 seulement porte plainte. Une femme française est victime de féminicide, un terme qui n'est encore reconnu qu'en Amérique du Sud, du fait de son conjoint tous les 2-3 jours en 2014. Ces violences fragilisent aussi les femmes à d'autres problèmes, tels que le sida en Afrique, où quasi la moitié des patientes atteintes de sida sont des femmes dans certaines régions. En 1997, en Belgique, une distinction est faite entre les violences faites aux femmes et les autres violences. Le viol conjugal est reconnu, mais avec présomption de consentement.
Le corps des femmes est exposé, acheté, vendu, dissimulé, pornographié de manière spécifique à chaque pays. Cette phrase de Leila Slimani, qui décrit la situation au Maroc, n'est pas si éloignée de la nôtre qu'on pourrait le penser. Elle dit « Malgré les avancées législatives, malgré l'évolution de la société, le corps de la femme reste contraint par le groupe. Il reste à inventer la femme qui ne serait à personne, qui n'aurait à répondre de ses gestes qu'en tant que citoyen lambda et pas en fonction de son sexe. Reste à définir, comme le souligne la librairie des femmes de Milan, une politique représentative des femmes dans leur spécificité et surtout dans leur diversité et non dans leur ensemble. En 1867, l'avortement fait partie des crimes punis par le Code pénal de 2 à 5 ans de prison. En 1962, un siècle plus tard, on ouvre le premier planning familial, la famille heureuse, plutôt centré sur la famille que sur la femme elle-même. En 1971, première proposition de loi de dépénalisation de l'avortement en Belgique. En 1973, arrestation de Willy Peers, ce qui entraînera une forte mobilisation et de nombreuses manifestations, mais ce n'est qu'en 1990 qu'une loi de dépénalisation partielle de l'avortement est votée. En 2011, 25 ans après la loi, le nombre d'IVG chez les adolescentes reste stable, contrairement aux jeunes adultes où il augmente. Il existe un manque de formation du personnel soignant, malgré les efforts de l'ULB, qui est la seule université à former des généralistes. En 2017, on espère toujours que l'avortement devienne un droit. Et nous devons encore donner une meilleure information et un meilleur accès à la contraception. En 1978, au moment où s'ouvrait la maternité à Erasme, naissait le premier enfant issu d'une fécondation in vitro en Angleterre. La fertilité est devenue un vrai problème de société au cours des 30 dernières années et l'infertilité, surtout masculine, est toujours en augmentation. En 2017, un enfant sur 20 est issu de la PMA en Belgique. On compte plus de 4000 cycles de traitement par an à Erasme. Les femmes seules et les couples de lesbiennes y ont accès. Et les techniques de cryopréservation permettent de préserver la fertilité chez les femmes atteintes de cancer ou pour convenance. Ces technologies sont hautement valorisées par la société qui engage des budgets importants dans la recherche, parfois indépendamment de l'accompagnement à la procréation. Par exemple, l'utérus artificiel, qui est peut-être une solution meilleure que la grossesse pour autrui. L'effet des traitements et la souffrance qu'ils entraînent, surtout en cas d'échec, nécessitent des efforts de tous les instants pour un accompagnement affectif et émotionnel de ces patientes. En 1978, l'échographie est en plein essor. Le développement de la médecine fœtale ouvre sur le champ des émotions. Avec l'aide de Françoise Molena, pédopsychiatre, nous arrivons à prévenir les traumatismes par la reconnaissance des ressentis des parents d'abord, pour qu'ils puissent évoluer dans un deuxième temps grâce à la confiance instaurée. En 2008, à Erasme, la technique devient tendresse. En obstétrique, la médicalisation de la fin des années 70 et l'augmentation des césariennes, épisiotomie, péridurale, déclenchement, entraîne une réaction des femmes vers une demande d'autonomisation, d'écoute, de partenariat patient-soignant. Avec l'aide des sages-femmes, nous accédons à cette demande par la création du cocon, gîte de naissance géré par les sages-femmes en articulation avec la salle d'accouchement traditionnelle. En conclusion, pour que les femmes reprennent possession de leur corps, il faut une écoute bienveillante pour mieux les comprendre, un partage d'informations pour aller vers plus d'empowerment, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est possible qu'avec le soutien des institutions, car il faut du temps pour plus d'humanité. Voilà ce petit survol. Voilà, donc ça nous permet d'avoir fait un voyage dans le temps, mais un voyage, professeur Kirkpatrick, que vous avez effectué dans votre quotidien.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre sentiment aujourd'hui, après toute cette carrière. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'en Belgique, aujourd'hui, que les femmes ont bien davantage possession de leur corps ou qu'il reste encore des domaines cruciaux à conquérir? On a certainement évolué, c'est tout à fait sûr, depuis le siècle dernier, et notamment sur certains problèmes qui sont partagés par toutes les femmes. On a pris conscience que le privé était politique, mais on peut se poser la question quand même, si on pense à la femme enceinte, que je connais bien, à qui appartient-elle, à qui appartient son corps, à son enfant, à son partenaire, aux institutions de santé publique qui vont diriger ce qu'il faut faire en cas de grossesse, au corps médical. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant la grossesse, le temps de la grossesse, le corps de la femme est exposé au public. Donc il y a encore beaucoup de choses. On ne parlera peut-être pas beaucoup ce soir de proxénétisme, de pornographie, de l'exposition du corps des femmes dans les publicités, en rue, etc. Et pourtant, ce sont des exemples du corps possédé par les hommes. Et au cours des années que vous avez traversées, quels étaient pour vous les grands obstacles, en fait? Qu'est-ce qui empêche, en fait, qu'est-ce qui se met dans ce chemin de cette libération, de cette prise de possession par la femme de son propre corps? Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que ce sont des lois, des tabous? Qu'est-ce qui est finalement le plus difficile à vaincre? Il y a beaucoup d'obstacles aux conquêtes qu'on a réussi à avoir et qu'on voudrait continuer à faire avancer, ou aux combats qu'on voudrait mener. Il y a cette société qui reste quand même toujours assez patriarcale. Il y a évidemment la religion qui, même en dehors des pays opprimés par l'islam, reste très présente. Vous avez cité l'exemple de l'Espagne, où on va revenir en arrière concernant la loi sur l'avortement. Mais chez nous aussi, si on clique par exemple sur interruption de grossesse sur Internet, eh bien, le premier site qui apparaît est un site dominé par les catholiques et l'extrême droite, et où on décourage fortement de faire un avortement, qui est un crime, etc. Bon, les autres sites apparaissent ensuite, mais on espérait avoir un site d'information clair qui vient des institutions de droit et qui explique que l'avortement est un droit. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce sentiment, finalement, d'avoir participé à des conquêtes importantes, mais que quand vous avez dit je suis en débat ou en discussion avec le docteur Mukwege, finalement, moi, qu'ai-je à dire, ou est-ce que nos douleurs ou nos conquêtes ne sont pas un peu des luxes par rapport à ce qu'il vit tous les jours? Il y a beaucoup de points communs, et notamment, si on veut prendre mon cas personnel, dans ma carrière, j'ai tout de suite été sensibilisée à la présence des sages-femmes auprès de l'accouchement. Donc les accouchements se déroulent mieux quand elles sont là de manière empathique, humaine. Et c'est elles qui forment les jeunes médecins, donc j'avais quelque part envie de leur renvoyer la balle. Et donc je trouve que l'accouchement devrait revenir aux sages-femmes qui ont cette écoute particulière dirigée vers l'essence de la femme, son intimité, son vécu personnel, et qui arrive à rentrer dans cette intimité. Et qui, ça a toujours été les sages-femmes qui se sont occupées des accouchements normaux jusqu'il y a quelques siècles. Et maintenant, je trouve que, comme dans beaucoup de pays, anglo-saxons en tout cas, les accouchements physiologiques, c'est le rôle de la sage-femme. Mais j'ai vraiment dû insister lourdement pour obtenir cette prise en compte des sages-femmes. Le premier chef de service qui avait une optique plutôt chirurgicale, pour lui, la salle d'accouchement, c'était une salle d'opération, et voilà, c'était dans l'air du temps à ce moment-là. Le deuxième, il était plutôt animé de « je suis un homme, c'est moi qui ai le pouvoir, et c'est moi qui sais, etc. » Je suis un docteur et c'est mieux que les femmes soient soignées par des docteurs. Et il a fallu attendre le troisième chef de service que j'ai connu,
qui n'est pas obstétricien, c'est peut-être pour ça, et qui était à l'écoute de ce que j'avais envie d'obtenir. Et c'est grâce à ça qu'on a pu développer ce projet du cocon, qui, à mon avis, est quelque chose qui, une fois qu'il aura été évalué, et ça c'est nécessaire de faire cette évaluation, devrait servir de modèle de base pour la prise en charge des patientes à bas risque, comme on dit, et qui nécessite donc qu'il y ait l'existence d'un lieu de naissance au sein de l'hôpital géré par des sages-femmes en toute autonomie. Et ce que ça a de particulier, c'est qu'il y a une sage-femme près de chaque femme en travail, et c'est là que je trouve que ça rejoint un petit peu ce que le docteur Mukwege fait dans son hôpital, c'est que c'est l'écoute des femmes qui est fondamentale, quel que soit un petit peu le domaine de la médecine, mais quel que soit aussi le domaine de la vie. Docteur Mukwege, vous êtes gynécologue de formation. Quand le quotidien finalement du professeur Kirkpatrick, c'était normalement mutatis mutandis, mais le quotidien auquel vous étiez destiné. Or aujourd'hui, vous êtes confronté à des corps de femmes qui sont en fait pas leur propriété, mais qui sont devenus un territoire de guerre et un outil de conquête presque militaire, ou en tout cas de conquête de pouvoir, mais d'un pouvoir extrêmement violent. Est-ce que vous vous dites, gynécologue, c'était pas ça, ou c'était pas ça mon destin, ou finalement la vie m'a placé devant ce défi Effectivement, quand d'abord peut-être que je dois commencer par remercier le professeur Engler qui nous donne cette opportunité d'échanger avec des gens qui ont fait un travail formidable pour faire avancer le droit de la femme. Et effectivement, moi, quand j'avais décidé de faire la médecine, c'est vrai que c'était une évolution. Au début, je pensais beaucoup plus à la pédiatrie, avant d'être choqué par la mortalité maternelle, qui, dans mon pays, c'est scandaleux de voir les femmes qui viennent pour donner la vie, et elles perdent leur vie, alors que cette mortalité maternelle, aujourd'hui, nous avons des connaissanses. Le moyen aussi existe, mais il manque souvent cette volonté politique de pouvoir mettre à la disposition de ceux-là qui doivent faire ce travail pour finalement réduire la mortalité maternelle. Et mon combat, c'était celui-là, lutter contre la mortalité maternelle. Et comme elle vient de dire, vraiment travailler avec les accoucheuses ou les sages-femmes, leur donner les outils, c'est un moyen de pouvoir lutter contre cette mortalité maternelle. Mais 15 ans après, malheureusement, je me suis retrouvé dans une situation tout à fait particulière où le corps des femmes était devenu un champ de bataille. Le corps des femmes était devenu le moyen de prouver au camp ennemi sa capacité de destruction, et ça a changé mon itinéraire. Aujourd'hui, je me trouve plutôt à réparer les lésions que j'appelle tout simplement la bêtise humaine, puisque commettre ces atrocités sur le corps d'une femme juste pour prouver qu'on est puissant, pour faire de la conquête politique, je crois que le monde devrait revoir cette question, puisque ce n'est pas seulement au Congo. J'ai eu l'occasion de parler avec des femmes syriennes, des femmes irakiennes, yézidis, et je crois que le viol, lorsqu'il est utilisé dans les conflits armés, ça nous fait perdre tout simplement notre image d'humanité. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en regardant les avancées en Europe, en Belgique en particulier, qu'elles relèvent de choses un peu taboues encore? Je veux dire, est-ce que vous vous dites finalement, dans cette panoplie de choses qui nous sont arrivées, est-ce que vous dites qu'il y a une partie de choses qui sont peut-être considérées par nous comme essentielles, mais qui sont vues comme luxueuses dans la situation dans laquelle vous êtes? Et le terme luxueux peut paraître choquant, mais... Ben, effectivement, je crois que même, je venais de participer à la conférence
à New York sur en fait les objectifs du millénaire. SDG. Et c'est vrai que la différence entre, par exemple, la Belgique et le Congo, le gap est énorme. Et parfois, quand on est en face de tous les problèmes de santé que posent les femmes, on a ce sentiment que pourquoi ça doit continuer à être comme ça dans un monde, nous sommes dans un monde où, comme j'avais dit, nous avons tous les moyens, nous savons ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une question de manque de connaissances. Nous savons ce qu'il faut faire pour permettre aux femmes, en fait, d'accéder à une santé de qualité, permettre aux femmes de gérer leur corps. Nous avons des moyens matériels, la connaissance. Mais malheureusement, je crois que lorsqu'on ne résout pas ces problèmes de volonté politique, tous les moyens manquent. Et les femmes, malheureusement, meurent de la pathologie qu'elles ne pouvaient plus mourir. Et aujourd'hui, je vais vous dire, à titre d'exemple, les étudiants en médecine ou les médecins ici, par exemple, ils n'enseignent plus la fistule vésico-vaginale. Il y a 100 ans qu'on parlait de la fistule vésico-vaginale en Europe. Mais en 10 ans, j'en ai opéré plus de 5600. La fistule, c'est une communication entre l'appareil génital et soit la vessie ou le rectum, est souvent tout simplement dû à un accouchement dystocique, donc obstrué, et qui détruit tout l'appareil génital de la femme. C'est une maladie qui est humiliante, qui entraîne l'exclusion et une souffrance énorme. Et aujourd'hui, cette maladie continue en Afrique, alors qu'on sait comment prévenir. Malheureusement, je crois que ce sont les moyens qui font défaut et c'est cette volonté politique. Colette ? Oui, je voudrais poser la question, docteur. Lorsque vous vous retrouvez dans votre hôpital avec une femme qui a été victime de violences sexuelles, de viols, et qui est enceinte, qu'est-ce que vous êtes autorisé à faire? Quelle est la loi congolaise? Et y a-t-il eu des mouvements d'opinion publique? Je sais que l'avortement est interdit au Congo, mais est-ce qu'il y a eu des mouvements d'opinion publique pour changer cette loi et des pressions religieuses ou politiques pour empêcher ce changement? Et vous-même, que faites-vous? Quelle est votre marge de manœuvre? Le mouvement de population ou le mouvement des femmes, il n'y en a pas. Je crois que il faut d'abord placer la femme congolaise dans le contexte. Je vois ces femmes qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller chercher du pain ou chercher du poisson. Elles passent toute leur journée jusqu'à 22 heures pour gagner 2 euros. Et ces 2 euros, c'est pour nourrir une famille de 6 personnes. C'est une vie quand même assez difficile. Et donc, demander à cette femme de faire la manifestation pour l'avortement, c'est très très loin. Je crois que c'est loin. Je trouve qu'elle se bat d'abord pour vivre, elle se bat pour nourrir ses 5-6 enfants, parfois même une dizaine. Donc, pour le moment, on est très très loin d'avoir un mouvement. Il y a une loi qui interdit l'avortement, mais ce n'est pas un débat au Congo. On n'en discute pas, mais vous-même, lorsque vous êtes confronté à ce problème, vous devez évidemment respecter la loi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez faire pour aider la famille? Je crois qu'à l'hôpital de Panzi, nous avons peut-être dans la ville le seul avec un programme de planning familial où nous donnons tous les moyens que les femmes disposent pour prévenir une grossesse non désirée. Et par exemple, même pour les victimes de violences sexuelles, nous utilisons un kit qui permet de prévenir les infections sexuellement transmissibles, l'infection VIH, mais également prévenir une grossesse non désirée si la patiente se présente avant 72 heures. Et je peux vous dire que mon regret est que malgré le fait que nous faisons des sensibilisations pour dire aux femmes que ce kit est disponible,
et qu'elles peuvent se représenter en dehors de 72 heures pour avoir ce kit qui préviendrait, leur permettrait de prévenir également une grossesse non désirée. Aujourd'hui, nous avons seulement 15% des femmes qui viennent pour prendre ces kits lorsqu'elles sont violées. Et ça, c'est pour vous dire tous les tabous qui entourent finalement la violence sexuelle elle-même. Lorsqu'une femme est violée, ce qu'elle attend, c'est que ça ne se sache pas. Son histoire, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Et donc, venir en 72 heures, elle est encore dans cette période où elle est en train de se poser la question, est-ce qu'ils ont su, ils n'ont pas su, etc. Et donc, même le moyen que nous avons aujourd'hui, que la loi nous autorise, j'ai l'impression qu'ils sont très très peu consommés par les femmes, aussi bien les kits de prévention que le planning familial. Je me posais la question du professeur Kirkpatrick. Est-ce que quand le professeur Mukwege évoque ceci, qui est actuel, est-ce que ça ne vous rappelle quand même pas un peu cette période où vous avez dû conquérir et les esprits des femmes et être dans l'illégalité, faire des choses qui étaient... parce que quand vous dites finalement il n'y avait pas... Elles ont d'autres préoccupations et de fait très basiques en fait, de survie de leur famille, etc. Manifester, réclamer des droits, c'est pas nécessairement dans leur priorité et elles n'en ont pas l'occasion. Est-ce que c'était pas un petit peu aussi, d'une manière ou d'une autre, une forme de discours qui existait au tout début de vos combats? Oui, mais ça a très très progressivement et fortement évolué, notamment l'ouverture qu'on a en tant que soignant par rapport à ces demandes. Je me souviens que quand j'ai commencé la gynéco, il y avait souvent un jugement négatif qui faisait que les femmes étaient considérées comme si elles l'avaient cherché, qu'elles venaient demander quelque chose, qui était quand même... on voulait bien lui rendre service, mais bon... et je me souviens même que, dans certains cas, c'était de bon ton, si la patiente demandait une stérilisation en même temps, eh bien, ça comptait comme une intervention chirurgicale et ça passait mieux. Et puis tout ça a très régulièrement évolué, évidemment, maintenant avec les moyens médicaux qu'on a par rapport aux moyens chirurgicaux et l'ouverture qu'on a par rapport à ça. Les choses ont changé et certainement que la dépénalisation partielle a joué un rôle aussi là-dedans. Et maintenant, mais il reste toujours quand même ce silence. Comme, je ne sais pas, il y a justement eu un débat hier sur la une à la télévision sur le sujet de l'avortement, avec des témoignages vraiment intéressants, et donc où certaines personnes qui s'occupent de ça disaient, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est pas quelque chose qu'on dit, je me suis cassé le pied, et avant ça, je me suis fait faire un avortement. Enfin non, c'est pas considéré comme ça, il reste du silence, il reste à la fois au niveau médical et au niveau des patients. Je voulais qu'on passe l'extrait que Mme Kirkpatrick a choisi, qui est un extrait du film de Thierry Michel et de Colette, qui est sur l'homme qui répare les femmes, et on en discutera juste après. Bonjour les filles. Useme jina yako, fasi kwenye unatoka, juu ya nini uko hapa na unatumainia nini kuwa yako hapa? Na objective alituma nakuya kwanza ni shule, nilikuwa mtu alikuwa nishatupililiwa, nishaachiliwa. Nicho nimekuja hapa nione kisi tuko nous sommes nombreuses. Na tumekuja hapa shu tupate msaada, batubadilishe shu tunazarauliwa kwanza. Useme tu wazi, hata kama unasikia émotion, brisez le silence. Parlez de ce que vous avez. Kukuwa victime ya violence sexuelle, maki kushikuta na juaziaka, na jiona mwanamke wewe peke mchoko tu. Dunia hapa nashikuta kwa mingi. Lakini sasa sote toka hapa tunapenda utoke huko na denda. Unajua kudenda? Haujui kudenda? Mama, ne? Maana unapendeza, balitaka bakuharibishe, lakini sio natoka hapo utajua kama wewe ndio ulimashinda. Na tutakuelezea namna gani wewe ndio ulimashinda.
kwetu kulikuwa kuko barabara kikundi barabara wagarso wa mkaricha ifa barabara wakaingia mpori. Kumbe nikakutana nao na wakati hao wametoka pia mavitu. Kisha wagarso wakaninasa kukimbia. Sasa nilifika kwetu kwa shule kwa karibu ya manyumba, mama kaniambia nikamwambia mama, mbona nimekutana na watu wamenyanyasa kinguvu na mimi sikuwa napenda. Mama akasema ulipenda kwa juu haungependa hawange kunasa, ulikuwa karibu ya manyumba. Mama kanifokea nikakimbia nikaenda mbali ya kwetu. Kisha wakanifukuza sasa tunaenda soma. Sasa nilikuwa kule nimezala mtoto anafunga miaka 2 leo hii. Sasa mtoto tusilie dada, pole sana, pole. Asante. Voilà, docteur Mukwege, dans cet extrait-là, on voit en fait que vous réparez certes les femmes, parce que ici il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas d'appareils médicaux, on est dans une classe et l'outil que vous avez c'est votre main, mais vous la posez sur l'épaule de cette jeune femme. Est-ce que finalement la réparation, elle est aussi psychologique? Est-ce que le gynécologue, c'est parce qu'on découvre finalement dans une pratique, et Mme Kirkpatrick me disait parfois, souvent le médecin oublie ça, que dans tous ces gestes difficiles, dans ces moments difficiles, la réparation est autant psychologique que médicale. Absolument. Je pense que c'est une expérience vécue, puisque j'avais soigné une centaine de femmes sur le plan physique, mais quand je les revoyais après, je trouvais qu'il n'y a pas grand-chose qui avait changé dans leur vie quand je les avais vues avant et après. Je crois que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé lorsque nous avions introduit cet aspect de prise en charge psychologique pour le soin de victimes de violences sexuelles à l'hôpital. Qu'est-ce que j'avais observé? J'avais observé que ces femmes, lorsque on les prenait en charge sur le plan médical et qu'elles guérissaient, qu'elles n'avaient plus de problèmes physiques qui avaient motivé leur consultation, elles partaient, mais leur vie ne changeait pas. Et quand on a introduit la prise en charge psychologique, là on a commencé, la chose que j'avais observée, c'est que les femmes qui étaient complètement négligées, qui ne faisaient plus leurs soins, qui avaient plutôt tendance à se retirer, s'exclure même elles-mêmes de la société, puisqu'elles considéraient que, en fait, elles n'étaient plus femmes comme les autres, où leur corps avait été souillé, où il y avait une dissociation entre leur mental et leur corps. Mais lorsque les deux reviennent ensemble, la réaction, c'est que la plupart des jeunes, des filles que je soigne, elles ont peut-être 14, 15, 16 ou 17 ans. Et j'avais trouvé une grande différence, c'est que cette guérison s'exprimait sur leur corps. Quand je voyais que les petites filles commençaient à faire la beauté et qu'elles venaient par exemple pour me dire comme un grand-père, docteur, tu vois comment je suis belle, là je comprenais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et après cette étape, c'est cette volonté en fait d'être vraiment une femme à part entière, mais avec cette expérience, elles sont encore beaucoup plus fortes à réclamer leurs droits, à se battre pour leurs droits, mais ça passe d'abord à accepter son corps, à s'accepter comme on est et considérer que le viol, c'était une étape, mais une étape qui est derrière soi. Je crois que c'est une expérience que nous avons vécue à l'hôpital et aujourd'hui, nous pensons que soigner physiquement, sans prendre en charge sur le plan psychologique, on a fait une petite partie des soins qu'on doit donner. Colette ? Ce qui m'a toujours frappé à Panzi, c'est que les femmes sont des victimes quand elles arrivent, mais elles ne s'identifient pas pour toute leur vie à ce rôle de victime. Elles deviennent, grâce à vous, grâce aux soins qu'elles reçoivent, elles redeviennent des personnes à part entière et elles ne se présentent plus comme des victimes, mais comme des femmes acteurs, des femmes cultivatrices qui reprennent leur chemin dans la vie.
C'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, docteur Kirkpatrick, qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus qui doit se passer que l'acte médical et que parfois peut-être l'hôpital manque de cette capacité à faire le travail que fait le docteur, c'est-à-dire à agir sur le rapport à la personne, à sa volonté, à ce qu'elle est. Tout à fait, cet aspect fondamental. Et bon, je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière à essayer d'inculquer ça dans les formations que je donnais, dans les réunions du matin. On se moquait toujours de moi parce que je parlais surtout des problèmes psychosociaux plutôt que des maladies graves que les femmes enceintes pouvaient avoir. Mais finalement, ça fait plus de dégâts statistiquement. Et donc, il faut les prendre en compte. Et je crois que, oui, dans les hôpitaux, il y a des gens extraordinaires qui, d'eux-mêmes, passent beaucoup de temps à faire la même chose qu'à Panzi, c'est-à-dire mettre leurs mains sur l'épaule, écouter et réparer les blessures. Parce que, bon, c'est pas des crimes de guerre chez nous, mais il y a quand même encore beaucoup de violence. Et notamment la violence conjugale qui commence à être perçue. Donc la grande campagne française qui a eu lieu il y a quelques années contre la violence faite aux femmes en France a permis simplement de changer l'image. On est passé de femmes battues à femmes victimes de violences conjugales qui se taisaient et qui maintenant peut parler. Mais bon, c'est déjà un progrès, mais on a énormément de choses à faire. Et je crois que c'est un des combats à mener dans les années qui viennent, c'est cette violence qui reste, même quand il n'y a pas de guerre, des jeunes filles qui se font agresser dans la rue tous les jours, des viols, des meurtres, et on est assez démunis par rapport à ça parce que, voilà, ça se passe au sein des familles, au sein des couples, et donc c'est là que c'est très très important d'entendre ce que les femmes ont à dire là-dessus, pour essayer de faire des lois qui soient adaptées. C'est ça justement, la problématique c'est comment est-ce qu'on passe les caps maintenant. Donc il y a des caps qui ont été franchis chez nous. Chez vous, docteur Mukwege, on se dit dans le fond, on a un peu le sentiment, quand je vous disais que vous étiez un héros du quotidien, on a l'impression aujourd'hui que vous êtes assez seul dans ce combat et qu'il n'arrive pas à polariser, enfin il polarise les femmes autour de vous, on l'a vu dans le film, ça se voit à un moment donné de façon très remarquable, ça se voit dans la communauté internationale. Mais de quoi avez-vous besoin, vous, pour pérenniser ces avancées et le travail que vous êtes en train de faire, ou en tout cas peut-être même le rendre inutile à un moment donné, pour une partie? Je ne dirais pas que vraiment je suis seul. Je travaille, j'ai des collaboratrices. Et je pense que même une de mes collaboratrices, peut-être elle est ici. Et ce qui caractérise, par exemple, les collaboratrices avec lesquelles je travaille, c'est cette empathie, c'est cette démarche d'essayer d'écouter, mais aussi de comprendre la réaction donc de la victime qui nous arrive. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de recherches pour mieux comprendre aussi. Vous savez, lorsque les femmes vivent dans une société patriarcale où il y a que des tabous, j'ai eu des filles qui avaient jusque plus de 20 ans, mais qui n'avaient jamais eu le courage, par exemple, de rien que connaître, savoir leur corps, comment leur corps est fait. Et quand je posais la question à ces filles, mais non, elle dit, bon, ben, c'est cette partie de mon corps qui me crée des problèmes, c'est à cause de ça que je suis battue, c'est à cause de ça que je suis violée. Ils ont tendance à mettre tous les problèmes de tous leurs problèmes, mettre ça sur leur corps. Et vous comprenez que c'est une démarche parfois très très difficile. Je peux vous dire, quand vous dites aux filles, achetez un miroir, allez regarder comment est fait votre partie génitale, et que vous avez 90 filles, et c'est seulement 20 filles peut-être qui ont la notion à peu près de ce qu'elles sont. C'est vraiment une dissociation, c'est comme si son propre corps était devenu son ennemi. Et à la fin, vous comprenez que dans un contexte comme ça, les femmes sont soumises à toutes sortes de violations, mais comme elles séparent, c'est comme si elles séparaient leur corps d'elles-mêmes, elles vivent dans cette misère, dans cette torture,
et plus ou moins c'est le corps qui subit, mais bon, c'est la faute du corps. Si je n'avais pas ce corps, je n'allais pas subir ça. Et ça, c'est un travail de fond que nous essayons de faire à l'hôpital des Panzi pour aider les victimes à pouvoir sortir de cette conception qui est imposée par donc les interdits, les tabous, les systèmes, et les amener à s'approprier de leur corps. Et c'est seulement lorsqu'elles s'approprient de leur corps que vraiment vous sentez une transformation. Ce sont des femmes qui vous réclament plus que ce que vous attendiez, tout simplement puisqu'ils se sont appropriés de leur corps et qu'elles peuvent maintenant se battre sur le plan non seulement mental, mais aussi sur le plan physique. Colette, le docteur décrit son travail. Est-ce que nous avons le sentiment qu'il est un peu un îlot dans un pays difficile, une région difficile, dans un contexte politique extrêmement difficile, pour que ce qu'il fait grandisse et devienne un peu une norme? C'est-à-dire qu'on a eu la chance, dans les combats qui ont été menés au moment où Mme Kirkpatrick était jeune gynécologue, que les combats menés, les femmes qui descendaient en rue, à un moment donné, forçaient un pouvoir politique à changer les politiques, à adopter une nouvelle loi. Ça a pris du temps, mais au bout du compte, la parole de la rue, la manifestation, les revendications des uns et des autres se transforment et transforment la société. Est-ce que là, on peut dire, ou est-ce que tu peux voir avec le docteur, en fait, si finalement c'est un espoir qu'on peut avoir dans le cas de son travail? Oui, je crois qu'une chose est très importante qui m'a frappée dans le travail du docteur, c'est qu'il travaille aussi avec les hommes, parce qu'une partie des problèmes des femmes du Kivu, ce sont les hommes, ce sont les femmes violées qui sont repoussées lorsqu'elles rentrent chez elles, c'est le mari qui les chasse, et le docteur a fait tout un travail avec les hommes, et je voudrais demander au docteur d'un peu nous expliquer ça, si ce travail se poursuit, si les hommes réagissent positivement, et puis plus largement aussi, si sa parole est entendue au Congo. Je sais qu'elle est sur le plan médical, mais est-ce que vous avez l'occasion de vous faire entendre sur un domaine plus large, le domaine politique, par exemple? Je crois qu'il y a une évolution positive. Elle est lente, mais le changement de mentalité, ça ne se fait pas en éclair. Il faut du temps. Mais je crois que j'en parlais encore ce matin. Ce que je peux constater de vraiment très positif, il y a juste avant le film de Colette Brackman et Thierry Michel, nous avions été avec l'équipe à Kavumu. C'était l'équipe constituée des vies-mêmes, donc que des hommes, pour aller discuter avec les hommes de ces villages, pourquoi le viol se commet sur vos enfants et vous ne réagissez pas. Bon, c'était une expérience des hommes. Mais ce que je peux constater, c'est que dans ces villages, grâce à cet effort des hommes de pouvoir s'associer avec les femmes pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux bébés dans ces villages, aujourd'hui, ceux qui commettaient ces viols ont été arrêtés, et parmi un député provincial, donc un homme politique qui entretenait une milice. Et depuis que cet homme a été arrêté, au moins dans ces villages, on ne reçoit plus des bébés violés. Et donc je crois que sans implication des hommes dans la lutte contre la violence sexuelle, je trouve qu'il y aurait en fait une pièce de puzzle qui va manquer, puisque les femmes, pendant les 50 dernières années, elles ont fait un travail formidable. Nous avons l'exemple vivant ici. Elles ont transformé les choses, elles ont changé les choses, et ils ont changé la vie des femmes de façon remarquable. Et je crois que 50 ans plus tard, j'invite les hommes à pouvoir emboîter les pas des femmes, puisque je crois que lorsque les hommes et les femmes peuvent travailler sur cette égalité de genre et considérer tous les problèmes qui sont posés par rapport aux pratiques religieuses ou de coutumes rétrogrades dans notre société, je pense que ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite et trouver des solutions beaucoup plus rapidement. On va reposer la question politique, on va revenir là-dessus. Madame Kirkpatrick, les hommes, c'est déterminant, à un moment donné, ils sont ici suffisamment empathiques, convaincus, accompagnants? Non, ça, je ne dirais pas toujours. J'ai toujours en tête cette phrase de Simone Veil qui résume tout et qui est encore toujours très vraie.
Donc la représentation du monde comme le monde lui-même, ça appartient aux hommes, et ils décrivent le monde selon leur point de vue, qu'ils confondent avec une vérité absolue. Donc c'est une phrase qui décrit, je pense que tant que... Enfin voilà, il faut changer tout de fond en comble pour qu'on casse ce rapport de force. Je crois qu'il y a quelque chose dans notre société aussi qui joue, qui est la place que la femme a pris et qui déstabilise un peu les hommes. Il y a plein d'hommes qui sont en questionnement et qui fragilisent d'ailleurs un petit peu les acquis, mais aussi qui peuvent générer de la violence. Et donc là, on est dans une situation qui est compliquée. Il y a un rééquilibre à trouver et qui n'est pas facile. Moi, je pense que ça passe par l'éducation depuis le plus jeune âge. C'est Nelson Mandela qui disait l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour faire changer le monde. Et c'est vrai en Afrique, c'est vrai chez nous, quel que soit le niveau. Si on veut vraiment changer les choses, et je crois qu'on est arrivé à un moment où c'est le cas, ben, il faut passer par l'éducation des enfants, mais aussi l'éducation du corps médical, et des pères et des hommes. Les changements passent par les hommes. Il faut absolument que les hommes changent, puisque leur conception du monde, leur conception de la femme, je crois qu'elle ne pourra pas, cette conception, même si les femmes ont une conception qui est juste de ce qui devraient être les choses, mais si les hommes ont peur de perdre leur pouvoir, ils ont peur de se trouver dominés par la femme, il faut que ce soit les hommes aussi qui changent pour qu'on ait cet équilibre. Tout à fait. Mais je pense que ça va peut-être arriver. Enfin, il me semble que les générations qui nous suivent, il y a quelque chose chez les hommes, j'ai l'impression, qui est une plus grande écoute de leur partie féminine, qui fait qu'ils sont plus en accord avec les femmes et peut-être moins dans la recherche du pouvoir, de la domination que les générations qui les ont précédées. Avant de passer la parole à la salle, Colette, il y avait cette question sur justement, tu disais, est-ce que vous êtes écouté par les gens? Oui, mais est-ce vous êtes écouté politiquement au Congo? Politiquement, je crois que c'est peut-être très difficile à pouvoir répondre à cette question. Politiquement, dans quel sens? Je crois que c'est très très difficile, le combat que nous faisons. Je crois que c'est très très bien dit. Lorsque vous donnez le pouvoir aux femmes, lorsque vous voulez que les femmes puissent jouer un rôle dans la société, moi, mon expérience, c'est que lorsque les femmes jouent un rôle dans la société, et je le vois même dans notre contexte, où nous avions formé, par exemple, des filles, et on les envoie dans leur village, mais lorsqu'elles vont dans le village, ce sont des femmes qui se battent, pas seulement pour leurs droits, pas seulement pour les droits de leurs enfants, mais vous allez trouver que souvent les femmes veulent changer complètement leur société. Et ça fait peur aux hommes. Et donc, sur le plan politique, je crois que donner le pouvoir aux femmes, ça fait peur aux hommes, puisque nous avons un concept, si je parle de mon pays, je trouve que ce qui détruit, c'est beaucoup plus l'égoïsme. Et quand je vois les femmes que je soigne, comment elles se comportent, j'ai toujours dit, lorsque vous opérez une femme, quand elle se réveille, la première question, c'est comment va mon enfant? Est-ce qu'il a mangé? Et ça m'a toujours encouragé, parce que je trouve que cette façon de voir le monde, pas seulement par rapport à moi, mais par rapport aux autres, donne une force aux femmes de pouvoir diriger. Et peut-être nous, les hommes, on a peur de cette force. Et donc, sur le plan politique, je crois que ce que je fais n'est pas suffisamment médiatisé dans mon pays. Colette? Docteur, je vous connais depuis longtemps, je vous écoute, et je trouve que les propos que vous tenez... Ton micro, main. Oui. Les propos que vous tenez ici et ailleurs sont de plus en plus politiques, et en appellent à une action politique. Alors,
vous le tenez ici, vous le tenez au Congo. Je pense qu'au Congo, votre parole se diffuse peut-être pas par les moyens médiatiques officiels. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, du retentissement de votre exemple et de vos propos dans votre pays, et peut-être des envies que ça suscite chez vous d'agir au niveau politique est-ce qu'on vous demande un engagement plus grand sur le plan politique, et êtes-vous prêt à répondre si le cas échéant? Je vois de quoi vous voulez parler. Oui, vous avez été plus que clair. Donc, il est vrai que lorsque vous êtes dans une société comme la société congolaise, un pays qui est le premier producteur mondial du cobalt, qui a du coltan presque 70% des réserves mondiales. Et on sait aujourd'hui le coltan, son impact sur donc la transformation technologique que nous connaissons, et j'en passe, donc sans parler des eaux, de la forêt, des terres arables, etc. Mais quand vous êtes au Congo et que vous voyez la misère que la population connaît, de toute façon, c'est tout à fait frustrant. Et il est vrai que je suis un citoyen engagé, et donc je ne peux pas constater et dire, bon ben, ça ne me regarde pas, je suis gynécologue obstétricien, je continue à réparer les fistules et j'attends que quelqu'un d'autre fasse. J'essaie de dénoncer la situation en République démocratique du Congo, j'essaie d'en parler. Je discute avec des Congolais par rapport à cette situation. Je discute sur le plan international, puisque la responsabilité de ce que nous connaissons en République démocratique du Congo, il y a quand même une responsabilité aussi sur le plan international, puisque quand on sait que tous ces minéraux, comment ils quittent le Congo pour avoir des pays voisins qui sont premiers producteurs des minéraux qui ne produisent pas. Donc vous comprenez quand même qu'il y a une certaine responsabilité sur le plan donc, de la communauté internationale. Peut-être par ces actions, il y a des compatriotes qui pensent que mon rôle ne devrait pas être seulement de réparer ou de soigner les femmes, mais également essayer de m'engager sur le plan politique. Mais j'ai toujours répondu, je ne suis pas politicien, mais je suis un citoyen engagé. Je suis un citoyen, et comme citoyen, je participe à la gestion de la cité. Je ne peux pas donc constater des anomalies sans pouvoir les dénoncer et éventuellement proposer des solutions. Et avec ce mouvement, je crois qu'il y a un mouvement à la base qui réclamerait que je m'engage politiquement. Pour préparer le Congo? C'est trop ambitieux, ça. C'est trop ambitieux, mais je pense que apporter ma contribution, mais je crois que ce que je fais déjà, même si je ne suis pas engagé politiquement, je participe, je donne mon apport pour améliorer la condition des femmes congolaises. Et je crois que déjà, c'est important ce que je fais. Voilà, on va laisser la parole à la salle, qui a peut-être d'autres envies de sujets ou vous amener sur d'autres questions. Donc, un micro qui se balade avec, voilà, qui est là. Donc, première main qui se lève sera la première question. Voilà, il y a une madame là, avec un pull blanc qui est là-bas. Là-bas, un peu plus loin, madame qui, avec les cheveux, voilà. Ah, oui, c'est pas grave, c'est très bien. En fait, j'ai beaucoup apprécié le séminaire, en fait, l'atelier ou la conférence aujourd'hui. Je remercie professeur Kirkpatrick pour cet exposé qui a été vraiment très clair et ambitieux de ma part, et docteur Mukwege. Personnellement, je suis aussi doctorante ici à l'ULB, je viens tout fraîchement de mon pays, du Congo aussi. Et j'ai été aussi affectée par ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que personnellement, je trouve qu'on pourrait dire à qui appartient le corps des femmes, des jeunes filles et des fillettes, parce que ces violences faites à la femme commencent des fois très tôt. Personnellement, j'ai été témoin des violences
Dans mon quartier, je vis dans un quartier aussi assez pauvre. Et je suis proche de la population. Étant médecin aussi à la base, bien que je fasse une thèse ici, on m'a emmené une fois un matin une fille de 8 ans qui venait d'être violée. Elle allait à l'école. Et comme chez nous, des parcelles, c'est des petites maisons où on a 10-15 familles pour une seule toilette et 2 fois une seule salle de bain, la petite, en allant se laver, a été violée. Et je pense qu'il faut un signal fort. C'est vrai, je m'excuse, beaucoup de questions ont été évitées, mais je me dis c'est un combat qu'on doit mener tous, le personnel soignant, de la base jusqu'au sommet. Je crois qu'on doit avoir beaucoup de mouvements. Je crois qu'on doit avoir beaucoup de médiatisation pour que ceci cesse. Vous savez, chaque jour, quand vous quittez votre maison, vous avez peur, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Surtout ceux qui n'ont que des filles. Et des fois, c'est assez difficile. Donc, c'était plus pour vous remercier par rapport à cette conférence. Merci beaucoup. Merci, madame. Ouais. Donc, merci d'être venu. Enfin, c'est pas ça. Je remercie Dr Mukwege d'être venu ici à Bruxelles. C'est Yolande. Donc, j'étais venue vous voir à Panzi, à l'hôpital Panzi. Donc, j'ai vu plein de choses à Bukavu. Et je voulais savoir simplement une question. D'où venaient les femmes? Si elles venaient de Bukavu ou pas, parce que je sais qu'il y a des quartiers où il y a des prostitutions, des maisons closes et tout ça. Donc, est-ce que ça vient de là aussi ou dans les bars? Et j'aurais voulu savoir aussi comment ça se fait qu'en RDC, quand on va dans les pubs, enfin là où il y a de la musique et tout ça, comment ça se fait que les verrous des toilettes sont à l'extérieur? Parce que j'ai dû demander à une amie africaine de me garder la porte, parce que les toilettes sont pas loin des messieurs. Donc voilà, c'est juste une petite question qu'on m'a pas su me répondre. Je pense que vous aviez été à un mauvais endroit. Je pense. Même à Goma, il y a ce genre de truc et c'est très réputé. C'est assez dans les quartiers riches, mais j'ai pas compris. Donc je peux penser qu'il y a peut-être plus de viols là-dedans aussi. Voilà, je vous remercie, madame. Donc une autre question? Une question d'une dame ici, là, voilà. Oui, docteur Mukwege, je sais qu'à un moment, votre famille et vous-même avez été en danger, que vous avez bénéficié d'une protection et que vous étiez cantonné au sein de l'hôpital. J'ai lu après que votre protection avait été supprimée et puis je n'ai plus très bien suivi le fil de l'actualité, donc je me demandais si vous étiez toujours en mesure d'exercer ce que vous faites ou si vous êtes toujours en danger et est-ce que les autorités ont rétabli cette protection envers vous et votre famille? Merci. Le danger est permanent. Effectivement, la protection m'avait été enlevée pendant une période et malheureusement, il a fallu que cette protection revienne quand j'avais perdu un de mes collaborateurs qui a été assassiné au mois d'avril, fin avril. Et c'était une situation dramatique, un jeune médecin que j'avais formé et qui a pu venir faire l'obstétrique en France. Et à son retour, quelques mois après, il a été assassiné chez lui. Et je crois que cette situation avait créé une forte tension entre le personnel soignant et non seulement les autorités congolaises, mais également les responsables de la force onusienne au Congo. Et depuis, cette protection est revenue à l'hôpital où nous vivons depuis 2013, puisque c'est le seul endroit où on pouvait vivre et continuer à faire le travail que nous faisons. Donc, la menace est permanente, mais nous vivons à l'hôpital. Une question ici.
Le micro qui était... pardon, voilà. Oui. Désolée. Ouais, donc, en fait, on a beaucoup abordé l'évolution des droits de la femme et le fait justement de l'action des hommes sur ce corps. Mais est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, en Belgique, les femmes sont-elles réellement maîtres de leur corps en obstétrique? Parce que je parle entre autres de tout ce qui est épisiotomie, surmédicalisation. Qu'en est-il aujourd'hui à l'heure actuelle? Je suis là. Oui, je n'ai pas abordé ce thème, ça ne s'est pas mis dans les questions précédentes, mais c'est vrai que on parle maintenant de violence obstétricale. Bon, c'est un petit peu la continuation de ce mouvement qui existe depuis ces dernières 40 années, où on a progressivement essayé de démédicaliser l'obstétrique et l'accouchement. Mais, et donc, ces violences obstétricales, c'est critiquer des épisiotomies éventuellement injustifiées, des césariennes qui ne seraient pas tout à fait indiquées, peut-être faites pour convenance, pour le médecin, enfin. Et donc, c'est un mouvement qui existe, qui vient des patientes, et qui est justement une demande de partage d'informations qui va de pair avec une demande d'autonomisation des patientes, comme il y a beaucoup aux États-Unis et au Canada d'ailleurs. Donc les patientes sont demandeuses de reprendre en main leur propre corps, mais avec des notions de santé, donc où elles auraient leur mot à dire et pas recevoir un savoir médical comme quelque chose qui leur est asséné. Vous trouvez que c'est justifié? Qu'on assène encore trop ce savoir médical, qu'on a le droit comme patient à réclamer? Oui, je pense que la discussion devrait être ouverte et que les femmes ont beaucoup à apprendre, en tout cas en obstétrique, à l'obstétricien, si on écoute ce qu'elles ont à ressentir, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont eu comme expérience. Il y a encore des tas de situations tous les jours où on voit qu'on est dans l'erreur parce qu'on n'a pas assez écouté. Donc c'est tout à fait vrai. Il y a aussi encore des césariennes qui se font qui ne devraient pas forcément se faire, des épisiotomies qui sont faites systématiquement en Wallonie, en tout cas il y en a, c'est certain. Voilà, on peut discuter sans fin, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. On déclenche les accouchements, on fait presque toujours une péridurale. Enfin, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question et je trouve que c'est le droit des femmes d'exiger autre chose si elles ont l'impression, enfin, avec Internet, avec toute l'information qu'il y a, les gens en savent plus qu'avant aussi. Hein, on peut penser le pire d'Internet, mais il y a quand même beaucoup de notions qui sont faciles à avoir et donc les gens... J'avais quand même une question sur le savoir, parce que quand vous disiez le miroir qu'on présente aux femmes chez vous, elles ne savent pas de quoi est fait leur corps, j'ai l'impression que c'est quand même parfois un mythe de penser que chez nous, on le sait plus. Oui, bien sûr. C'est parfois un mythe, évidemment. Non, il y a encore beaucoup de femmes qui sont très très peu renseignées sur leur corps, tout à fait. Mais moi, je voulais juste dire quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas justement le devoir du médecin d'informer la patiente? Pourquoi est-ce que c'est à la patiente de devoir rechercher les informations et à ce moment-là de poser les questions au médecin? Est-ce que ce n'est pas au médecin, avant de pratiquer une intervention, de dire justement les risques, les conséquences? C'est des conséquences qui ne sont pas anodines et on manque réellement d'informations. Bien sûr, c'est au médecin à faire ça. Ici, une question là devant moi. Alors, docteur, on connaît le poids de la religion catholique en RDC. Je me demandais comment l'Église se positionnait par rapport à vos actions. Pas seulement l'Église catholique, l'Église chrétienne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution, mais il y a justement 15 ans où j'avais des femmes qui étaient tout simplement... et là, j'ai des exemples des églises protestantes qui excommuniaient les femmes puisqu'elles ont été violées. Et ça, j'ai trouvé dramatique. Nous avions fait beaucoup de séminaires avec des responsables religieux pour discuter de cette question et que la femme, ça c'est ma conviction, la femme n'avait pas à aller confesser puisqu'elle a été violée. Je crois que c'est la culpabiliser
encore un peu plus, celle qui a été violée, elle a subi un acte qu'elle n'a jamais désiré ou demandé, la culpabiliser sur le point, avoir cette culpabilité religieuse, c'est de trop tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus la compréhension et qu'il y a un soutien. Oui. Bonsoir. Je voulais rebondir à ce que disait Dr Kirkpatrick tout à l'heure quand vous disiez bonsoir. La jeune génération, j'espère qu'elle sera plus ouverte, qu'elle va mieux au niveau des hommes. Mais donc moi j'ai 23 ans et j'ai le regret de vous dire que non seulement non, mais en plus je suis témoin d'un recul de cette ouverture et moi qui a eu 14 ans il y a même 10 ans, c'est déjà compliqué, mais quand je vois ma petite cousine qui a 14 ans maintenant, c'est dramatique ce qui se passe. Elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas mettre une jupe à l'école sans se faire insulter, sans être victimisée. Je ne peux pas, moi, sortir dans la rue sans me faire insulter. Et donc voilà, je suis désolée de vous dire que non, il n'y a pas de progression et qu'en plus on a un recul. J'ai quand même envie de répondre que autant il y a une diversité très grande de femmes et une multitude de femmes différentes, c'est vrai aussi pour les hommes. Et donc, effectivement, ce n'est peut-être pas une généralité. Et on sait aussi qu'il y a des retours en arrière et un retour du sexisme et de la société patriarcale quand on voit, pas à l'école, mais des gens comme Le Pen, Fillon, Poutine, Erdogan et Trump. C'est pas avec eux qu'on va changer le monde. Weinstein. Il y a une question vers la gauche, ce côté-là. Oui, oui. Merci d'abord pour cette conférence. Une petite question dont j'en parlais avec ma maman. Par rapport à l'entraide femme-femme. Dans l'exemple de tout à l'heure, la jeune fille qui expliquait qu'elle avait été chassée par sa mère parce qu'elle avait été voilée. Le problème, c'est que... violée, pardon. Il a pu se révéler je veux dire que pourquoi sa mère, elle ne l'a pas soutenue, et est-ce que c'est récurrent dans les situations familiales que la famille, justement, elle chasse la fille qui a été agressée, et pourquoi il n'y a pas, au contraire, une aide entre les femmes, entre autres, une femme qui a déjà été violée, une jeune fille qui l'a été, enfin, ce genre de choses. Je pense que malheureusement, dans une société patriarcale, il n'y a pas que les hommes qui font fonctionner cette société. Il y a la responsabilité des femmes. Je peux vous donner l'exemple. Les mutilations sexuelles, souvent ce sont des femmes qui amènent leurs filles pour se faire mutiler. Et je me suis toujours posé la question, quand ça se fait sans anesthésie avec une lame de rasoir, la femme qui amène sa fille pour subir la même chose, qu'est-ce qui l'anime? C'est tout simplement puisqu'elle veut répondre aux normes sociales, même si ces normes sont rétrogrades. Et malheureusement, je crois que lorsque la femme a le sentiment que violée, lorsque sa fille est violée, c'est la famille, c'est l'honneur de la famille qui en pâtit, et la réaction de chasser, de victimiser encore un peu plus sa fille, c'est tout à fait une réaction par rapport à elle-même, c'est par rapport à sa propre, je dirais, identité qui s'inscrit dans cette lignée patriarcale. Et là, effectivement, je crois que les femmes ont encore beaucoup à faire pour lutter contre des systèmes qui sont contre les femmes et soutenus par les femmes. Encore une question de ce coin-là, qu'on a un peu négligé peut-être? Voilà. Attendez, il y a un micro qui arrive là, oui. Oui. Non, en fait, elle a posé ma question, mais je voulais simplement dire que déjà, c'est un honneur pour moi de vous voir, Dr Mukwege, et je voulais dire par rapport à ce qu'elle a dit, que peut-être que ce comportement, hormis le fait qu'il y ait les normes sociales et qu'il y ait cette question d'honneur, je pense que c'est aussi le fait que
dans ces sociétés patriarcales, on véhicule des idées, des valeurs depuis très longtemps, des idées selon lesquelles une femme doit être comme ceci ou comme cela. Et je pense qu'au fil des années, les femmes ont intégré ces idées dans leur tête, ce qui fait que qu'elles aient ce genre de comportement, par exemple. Et je me dis, au final, est-ce que vraiment ce sera si facile que ça de changer tout ça? Parce que ces valeurs sont fort ancrées. Donc, voilà. Docteur? Je pense que la réponse est l'éducation. Il est vrai que ces normes-là se pérennisent par une transmission. Je crois que la meilleure façon de couper cette transmission, c'est dire, dans la société, dire tout à fait autre chose. Quand j'avais commencé à soigner les victimes de violences sexuelles, il y en avait très peu qui en parlaient. Elles venaient avec des lésions qui ne pouvaient pas... je suis gynécologue obstétricien, et quand je voyais des lésions et que la femme me dise je suis tombé en califourchon, je la regardais, je ne pouvais rien dire effectivement, parce que il faut pas la vexer. Mais personnellement, je pouvais me dire il s'est passé quelque chose ici. Et donc quand je vois l'évolution 20 ans plus tard, où nous avons des femmes qui dénoncent, des femmes qui acceptent d'aller même de porter plainte, sachant que en termes de réparation, à la fin, il n'y aura rien. La seule chose qu'elles désirent, c'est que les bourreaux puissent être condamnés et que tout le monde puisse dire finalement, vous avez raison. Je trouve que c'est une évolution dans la petite sphère. C'est une évolution remarquable. Et je crois qu'on ne peut rien changer sans éducation. Et là, je crois que j'ai toujours dit, le changement viendra lorsque tout le monde va se mettre au travail, et c'est par l'éducation. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est puisqu'il y a eu des personnes qui ont pris des risques pour se battre contre les systèmes. Et je crois que nous avons chacun un rôle à faire par rapport à ce que nous vivons, et c'est l'éducation. Docteur Mukwege, justement, par rapport à ça, on peut vous croire, et en fait, on est devant un élément d'actualité qu'on peut dire un peu spectaculaire et un peu people, mais ce qui se passe aux États-Unis, Dieu sait si c'est dans des milieux éduqués, avec ce producteur de cinéma, Weinstein, qui a pratiqué ce qu'il a fait, avec des femmes avec un certain pouvoir, des hommes autour d'elles qui sont peut-être plus dans le monde artistique, donc ils pourraient peut-être plus revendiquer leur côté féminin que dans d'autres milieux, et on voit malgré tout que dans un tout autre continent, l'omerta reste la même. Alors, est-ce que vraiment l'éducation permet de faire ce saut? Absolument. Je crois que ce qui se passe dans le monde de cinéma, on peut très bien observer que tout le monde avait su qu'il posait des actes comme ça avec les actrices. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a eu des tentatives d'investigation, mais par sa puissance financière, par tout simplement l'entretien de l'omerta, il n'a jamais été inquiété, jusqu'au jour où, finalement, il y a quelques jours, il est poursuivi pour ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quand même une femme qui a eu le courage de dire, quelle que soit la façon dont la société va me traiter, mais cet homme, je dénonce. Il a fait, et peut-être que vous allez voir que ça va créer en fait une boule de neige et que beaucoup de personnes ne seront plus protégées puisque tout simplement les gens vont... Oui, docteur, ça veut dire que les femmes, de toute façon, à un moment donné, se retrouvent seules et doivent de nouveau compter sur une héroïne ou un héros pour que les choses changent. C'est un peu désespérant, non? Je ne crois pas. Il faut prendre le courage. Il faut prendre le courage, puisque moi, si dans ma vie je lutte contre l'impunité, c'est puisque j'ai compris une chose. Ce qui renforce les hommes à se comporter, à violer, à commettre des violences sexuelles sur les femmes, c'est puisque tout simplement les femmes ne dénoncent pas. Et le jour où les femmes vont comprendre que ce n'est pas une honte, je ne dois pas être culpabilisé pour avoir été victime, et que toutes les femmes ont le courage, les hommes vont comprendre que je vais me retrouver sur la première page du journal du soir. Et donc, ils vont arrêter de commettre ça. Mais à partir du moment où les femmes cachent
ne disent pas, ça profite aux hommes. Retenez qu'en Belgique, 7% des femmes subissent d'harcèlement sexuel dans leur milieu professionnel. Mais combien se présentent devant les juges, même si cet acte est condamnable? Très peu. Une femme sur 10 seulement. C'est très peu. Une question là, je ne sais pas où sont les micros. Il y a un micro qui a... Je voudrais bien d'abord tout d'abord vous remercier, et notamment d'avoir pu rencontrer le docteur Mukwege, que j'admire énormément. Voilà, moi je voudrais bien revenir sur un petit quelque chose dont on parle énormément pour l'instant, c'est l'éducation. Et l'éducation, elle commence d'abord en famille, bien sûr, mais elle commence aussi à l'école. Et j'ai eu dans ma pratique professionnelle, donc je suis sage-femme, j'ai eu l'occasion de me rendre compte du peu de savoir des femmes concernant leur corps et leur sexualité. Alors, si on veut évidemment que les hommes participent au processus, il faut aussi les inclure dans ce processus. C'est ce qu'on vient de dire depuis un bout de temps. Mais depuis quelques années, j'enseigne. Et j'enseigne d'abord dans une école, j'ai d'abord enseigné dans une école d'infirmières, et puis dans le professionnel et le technique, en tant que professeur de soins infirmiers et d'éducation à la santé. Et j'ai remarqué, à la force d'avoir instauré un climat de confiance avec mes élèves, et notamment avec les filles et les garçons, et les filles et les garçons l'un envers l'autre, qu'ils ne connaissaient que très très peu leur corps eux-mêmes et leur sexualité. Et j'ai été à plusieurs reprises très étonnée des questions qu'on me posait par rapport à l'anatomie des femmes, notamment. Et j'ai instauré un petit devoir pour le cours suivant, c'est que les filles devaient s'examiner et se regarder d'abord, prendre un miroir et examiner leur anatomie externe, qu'elles ne connaissaient absolument pas. Et s'examiner, introduire 2 doigts dans leur vagin, et alors je pose des mots tout à fait... parce que je pense que les mots ont leur importance aussi. Et il y avait d'abord, bien évidemment, tout un climat de gêne. Et oh madame, on ne va pas faire ça. Pourquoi? C'est pas propre. Mais qu'est-ce qui est sale? Lave-toi avant. Si tu trouves que tu es sale, lave-toi. Mais non, c'est pas ça. Mais on ne fait pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Ben, je ne sais pas. Chez moi, on n'en parle jamais et j'en ai jamais parlé. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un leurre, c'est qu'on croit que les jeunes savent. Parce que justement, il y a Internet et il y a la télévision, et il y a la sexualisation du corps de la femme, et on pense qu'ils savent, alors que finalement, ils ne savent pas grand-chose. Alors je disais aux filles, mais introduisez vos doigts dans votre vagin et allez examiner votre col. Docteur Kirkpatrick, je vous félicite parce que je pense que c'est effectivement, s'il y a une carence parentale, c'est à l'école à combler ces informations. Je crois que c'est vraiment le lieu, on apprend des tas de choses complètement absurdes à l'école, mais l'essentiel... oui, toujours moi, je suis pour l'introduction des cours de sexualité ou dans les écoles. On va prendre 2 dernières questions et puis on conclura. Il y a une question là, monsieur, oui. Vous me le rendez? Oui, ça marche, ça va marcher. Merci, docteur. En tant qu'Africain, je suis conscient que tout ce que vous faites comme combat pour les femmes et pour le changement, le dynamisme du changement qui est engagé en Afrique, je pense très honnêtement que si vous voulez voir le fruit de votre travail, le changement dont vous voulez, tant dans votre pays, en Afrique et dans le monde, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personnalité reconnue par la qualité du travail que vous faites et le droit des femmes que vous défendez. Il serait important, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, que vous vous engagez. Si vous ne vous engagez pas, je pense que vous allez faire des efforts, mais très honnêtement, connaissant l'Afrique et la mentalité qu'il y a chez nous,
les choses ne pourront pas changer comme vous le voulez. Et vous allez mettre pour toute une génération à l'attente. Et l'Afrique n'a pas besoin maintenant d'attendre. Nous sommes dans une dynamique, des hommes comme vous, on a besoin de vous pour faire changer les choses. Je vous en remercie. Docteur, non? Autre question? Je pense que message reçu, on va dire. Je respecte les avis. Je crois que c'est un avis. Docteur Mukwege, je voulais savoir ici en haut si c'était possible qu'il y ait une collaboration entre les plannings familiales que vous avez mis en place et les écoles, par exemple. On parle d'éducation et justement, je voulais rebondir là-dessus. Et puis, c'est vrai que le combat politique pourrait être intéressant, mais d'abord, vous n'êtes pas seul. Est-ce que la diaspora ne pourrait pas avoir un rôle de soutien, précisément, pour vous permettre de continuer à faire ce que vous faites, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire? Est-ce que la diaspora ne pourrait pas vous soutenir dans le rôle politique, dans toutes les autres charges à accomplir? Si vous avez un message, donc la première question, si vous avez un message pour la diaspora, comment peut-elle vous aider? Et de deux, dans l'éducation au Congo, comment est-ce qu'une collaboration pourrait être possible entre vos institutions et l'éducation nationale, par exemple? Merci. Je crois que pour la première question, je ne vois pas le Congo, si vous êtes congolaise, se mettre debout sans vous de la diaspora. Il ne faut pas vous faire d'illusions. J'ai donné l'exemple des femmes. Si vous leur demandez de réclamer, par exemple, la contraception, ce n'est pas leur priorité. Ce n'est pas puisqu'ils n'en ont pas besoin. C'est tout simplement puisqu'elles vivent dans une situation qui fait passer d'autres priorités avant la contraception, alors que la contraception peut permettre à ces femmes d'avoir une vie beaucoup plus acceptable qu'avoir 10-12 enfants et finalement perdre sa vie. Et donc, je crois que la diaspora doit s'impliquer. Ce n'est pas... Vous me demandez de porter une charge, et moi, je vous dis, c'est seulement avec vous que le Congo peut changer. Et vous êtes dans plusieurs domaines, vous êtes dans divers domaines, et je crois que votre apport pour faire changer les choses au Congo et en Afrique, votre apport est très, très important. Pour le planning familial dans les écoles, c'est vrai que nous avons une difficulté puisque beaucoup d'écoles sont gérées par les réseaux catholiques ou les réseaux protestants où parler de la sexualité, on est déjà, enfin, on vous ferme toutes les portes avant même que vous commenciez à introduire votre sujet. Je crois que j'ai beaucoup aimé d'apprendre que même notre collègue en Europe, elle a le même problème. Et je ne vois pas où commencer si quelqu'un ne commence pas par aimer son corps. Aimer son corps. Quand vous dites, beaucoup de femmes, cette réaction, vous disent non, je n'aime pas regarder. Déjà, parler du vagin, comme ça, tout le monde se tourne et trouve que c'est dramatique. Mais comment vous allez faire donc le cours de contraception dans des écoles? Je crois que c'est très difficile, mais un changement commence toujours quelque part. Je crois qu'il y a des écoles peut-être laïques qui peuvent accepter que cette question soit abordée et par contamination, peut-être qu'on peut aller plus loin. Mais je crois que avoir le niveau, avoir 6-7 enfants par femme, c'est dramatique, c'est en fait un facteur de pauvreté tout simplement. Et je trouve qu'il faut y travailler.